Pour soutenir l'émission Témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Pour retrouver le replay de toutes nos interviews, nous proposer vos sujets et vos questions, rendez-vous sur le site www.itv.nc. Clara Filippi, bonjour. Bonjour. Clara, tu es une Calédonienne de 28 ans, descendante de Bagnard, côté maternel, famille Beaumont, c'est ça? C'est ça. Et italien, du côté de ton papa. Oui. Tu as passé ta licence en sciences politiques et relations internationales à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Puis tu es parti à l'Université catholique de Louvain en Belgique où tu as passé un master en relations internationales à finalité diplomatie et résolution des conflits. Et ensuite ton doctorat, la thématique de celui-ci, les processus de réconciliation, la transmission de l'histoire et la mémoire collective calédonienne. Donc avec toi, on va parler de mémoire et de pardon. À noter que tu as fait un TEDx, dont on mettra le lien en description de la vidéo, le travail de mémoire, arme de réconciliation massive. C'est ça. Avant de parler de ton doctorat, Clara, aujourd'hui on se voit en France, à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, tu étais présente dans les premières semaines des événements à Nouméa. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti pendant ces événements? Oui, alors le 13 mai, je redescendais de Bourail où j'avais passé la journée dans les écoles primaires à intervenir avec les enfants. Donc le matin, sur la route, il y avait déjà du feu. Mais je ne m'étais pas forcément rendu compte de ce qui s'était passé à Nouméa durant cette journée puisque j'étais loin. Et c'est sur la route, quand j'ai passé les barrages un par un, que je me suis rendu compte que c'était plus important que ce dont j'avais l'impression. Et après, tout s'est enchaîné le 13 mai. Donc il y a eu peut-être un mélange de peur, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? En même temps, je dirais pas de surprise parce que c'était une situation où tous les curseurs étaient dans le rouge depuis un moment déjà. Mais peut-être vraiment une ampleur qui arrive vite et donc on est surpris, donc peur et je dirais en même temps colère. Colère parce que j'ai passé beaucoup de mon temps sur le terrain de différentes manières à essayer de faire en sorte qu'on évite ça. Et donc colère ou incompréhension de qu'est-ce qui ne marche pas, comment je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et après, tout s'est enchaîné dans les quartiers. Et j'ai passé mon temps, moi j'étais à Wemo avec les enfants dans le parc parce que je me suis dit que les enfants qui étaient enfermés chez eux depuis des semaines avaient besoin de se recôtoyer parce que quand l'école reprendrait, alors il faudrait qu'ils se soient vus pendant tout ce temps-là. Et donc j'ai passé tout ce temps-là donc, dans le parc à faire des dessins avec les enfants et à chanter des chansons de paix. Comment ça s'est passé dans ton quartier dans les premiers jours, dans les premières heures? Les gens, ils ont eu peur, toi, tu as eu peur. Comment ça s'est organisé tout ça? Au tout départ, quelqu'un a publié sur un groupe on va se barricader si vous avez, ou on va faire une milice, ou je ne sais plus trop ce qui était dit, quel terme avait été employé, mais en gros, il faut qu'on se protège. Ma première réaction, c'était, mais ça va pas. Enfin, on va pas se liguer les uns contre les autres. Enfin, c'est pas ça ma Calédonie, et donc du coup, c'était une incompréhension de ça va pas la tête. Toi, tu étais team pas de barricade? Moi, j'étais team, je suis pas descendue dans la rue pendant les manifestations. J'étais team la majorité silencieuse qui veut pas diviser encore plus la Calédonie. Okay. Et du coup, à ce moment-là, sur le coup, je pense que c'était de l'incompréhension. Mais en fait, on va pas se liguer contre les autres, on va pas faire deux camps. C'est pourquoi on ferait ça? Et après, tout s'est enchaîné et puis on a commencé à avoir plus de feux, plus d'incendies, plus de...
Et là, bon, ben, ok, ben, peut-être qu'on va faire ça finalement. Alors, bon, ben, tout s'enchaîne et puis on va voir, on demande comment on peut être utile. Et donc, les magasins qui sont fermés, la dame qui voulait venir ouvrir le magasin, mais elle ne pouvait pas passer, les mamans qui avaient plus de les bébés. Donc, tout s'enchaîne. Et donc, je pense que je me suis retrouvée plutôt dans l'organisation de ce côté-là, les bébés, plus que la barricade et, et le côté coercitif. Et donc, jusqu'au moment où je me suis dit. Il faut aller parler aux gens, parce qu'en fait, à Ouémo, c'est quand même un quartier, mine de rien, il y a plusieurs communautés dans le quartier, et j'avais l'impression qu'il n'y en avait qu'une qui ressortait. Et alors, je me suis interrogée mais ils sont où les Kanaks qui sont à Ouémo d'habitude avec nous? Et c'est de là qu'est partie l'initiative de... Allez, je vais aller voir les gens et je vais aller parler avec les gens parce que je veux qu'ils sortent de chez eux. Et je veux qu'ils viennent, on a un super parc, les enfants ont besoin de sortir, les gens ont besoin de parler. Et au final, c'est une initiative qui s'est un peu... je dirais, il y a eu un effet boule de neige où on a monté un autre groupe, main dans la main, avec d'autres personnes, et on est allé parler aux gens. Et donc là, il y a eu des barbecues, on s'est mis à dessiner avec les enfants, et je pense que ça a fait du bien, parce qu'au départ, les dessins des enfants, c'était des incendies, des avions, parce qu'en fait, on voyait beaucoup des avions militaires. Donc les enfants dessinaient des avions, des feux et des bagarres, jusqu'à ce que je leur dise, bon, maintenant, on va dessiner ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas. Parce qu'ils dessinaient tout le temps non à la violence, non au feu. Et je leur ai dit, bon, on a compris ce qu'on ne voulait pas, mais maintenant, on veut des banderoles avec des dessins de ce qu'on veut et des jolis mots, et que j'irai mettre sur les barricades pour montrer que nous, on veut la paix. Donc, je pense que ça faisait du bien. Et ça a permis à certaines personnes qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis 2 semaines de venir et de s'asseoir, de prendre un goûter, de voir les enfants. Je pense que de voir les enfants jouer aussi. Rien que de voir des enfants jouer, ça redonne le sourire. Ça s'est quand même mis en place à une vitesse hallucinante, quoi. Grand Mais V. dans tout Nouméa, comme si les gens étaient préparés. C'est quoi? C'est la réminiscence des événements des années 80? Enfin, comment ça se fait qu'à une telle vitesse, partout ça se soit mis en place? C'est les réseaux qui ont joué aussi un rôle? Enfin, Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai eue. J'ai eu l'impression que d'un coup, en fait, alors tout s'est mis en place hyper rapidement. Donc j'ai l'impression qu'il y a d'un côté le souvenir des événements de OK, on va faire des barrages, parce qu'en fait les mêmes termes ressortaient. Barrages, milices, événements. Les gens disaient des événements, tous les mêmes termes ressortaient. sniper. Oui. Et en même temps, l'organisation, je me suis dit, peut-être qu'on a appris de l'expérience Covid aussi, parce que les gens se sont organisés avec des Google Drive, des trucs, chacun avait un rôle, et en fait, on avait l'impression que les gens avaient déjà fait ça, et que tout le monde, il n'y avait pas de place à l'erreur, que tout le monde savait comment faire. Et moi, ça m'a impressionnée, parce que moi, j'ai pas connu les événements, je suis née après, et j'étais impressionnée de l'efficacité des personnes. Tu parlais à l'instant des enfants qui dessinaient ce qu'ils voyaient. Les plus grands ados, moi je les ai vus commencer à s'habiller en treillis avec des foulards sur le visage en attendant de pouvoir retourner au collège. Enfin, la réponse semble évidente, mais comme je sais que c'est ton sujet d'étude, est-ce qu'on peut dire que la population calédonienne a vécu un traumatisme? Bon, là, en 2024, complètement. Et je pense qu'il y a un traumatisme différent à différentes échelles en fonction des quartiers, parce qu'enfin, moi je vous parle de mon point de vue de Ouémo, mais je n'ose même pas imaginer ceux qui habitaient au Mont d'Or. Enfin, les enfants, je pense qu'ils n'ont pas vécu la même chose. Ou ceux qui habitaient à Vallée du Tir, à mon avis, le traumatisme, enfin les enfants ou même les adultes. En Rivière-Salée aussi. Mais je pense que le traumatisme, il est bel et bien là, et il est là de manière plus ou moins profonde en fonction des quartiers. Et donc la manière dont on va se souvenir de ces émeutes et de cette période, elle va être forcément différente selon les personnes. On a tous une mémoire différente déjà pour commencer, mais là on a bien vu que c'était géographique,
Et c'est souvent le cas en Calédonie, mais c'est géographique, donc en fonction des quartiers, bah, forcément, celui qui était à Lansvata, il aura un traumatisme beaucoup moins important que celui qui était à Vallée du Tir. Ouais. Tu étais à quel quartier? Ce sera la question qu'on se posera à l'avenir pour en Oui, mémoire bah, de ça. qu'est-ce que tu as vu? Ah, bah toi, oui, Ouais. c'est vrai. Mhm. Ou, ah, bah toi, ça allait, tu vois. Et en même temps, oui et non, parce qu'un traumatisme, c'est quand même propre à chacun. Donc, en fonction de ce que la personne ou comment elle l'a vécu, il peut y avoir un traumatisme malgré le fait qu'elle ait pas vu quelque chose de... Oui. Oui, parce que les traumatismes, ça se partage, plus ou moins bien. C'est Ah justement oui. de ça dont on va parler. Euh, mais pour rester un petit peu sur ce qu'on a vécu dans les premières semaines et puis les mois qui suivent, euh, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, que dans les familles calédoniennes, j'allais dire un peu pure souche, tu vois, comme la tienne, ça provoque de sacrées tensions à l'intérieur des familles. Alors moi, dans ma famille, on n'est pas très tension, donc on se dispute. J'ai jamais personne lève trop la voix, donc et je pense que, par exemple, ça provoque des tensions, mais je pense que dans les familles dans lesquelles ça provoque des tensions, je pense que c'est des familles qui ont des souvenirs vifs Mhm. de la période des événements, appelés les événements. Et moi, dans ma famille, par exemple, ma maman, elle n'en a pas grand souvenir. Donc en fait, c'est pas quelque chose dont on a parlé. Mhm. Et donc du coup, j'ai l'impression que il y a moins de friction qu'il pourrait y avoir dans d'autres familles. Après, ça va être plutôt euh, forcément, on n'a pas le même avis, on n'est pas de la même génération, donc on n'a pas le même avis sur la suite, on n'a pas le même avis sur le passé non plus. Donc ça crée, alors je dirais pas des tensions, mais parfois on évite un peu parce que Ouais. on voit peut-être pas la suite de la même manière que la génération avant nous. Et je pense que c'est un peu dans tous les temps, Mhm. la génération nouvelle. Mais donc du coup, c'est vrai qu'entre enfin ma génération et la génération de nos parents, il peut y avoir un décalage, je pense, sur la manière d'appréhender ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mhm. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui joue. Je pense qu'il y a les deux facteurs. Ouais. Non, je dis ça parce qu'effectivement, entre les générations, ça peut créer effectivement de la division dans les familles métissées, dans lesquelles on va avoir des opinions politiques diverses. Parce qu'en fait, oui, il y a la surface du traumatisme qui est évident, 13 morts, des centaines de blessés, 900 entreprises brûlées, 200 maisons brûlées. Donc effectivement, il y a des choses qui sont très visibles, mais il y a également beaucoup de cicatrices nouvelles qui sont apparues sous la surface, dans les maisons, dans les familles. Et en fait, je te parle de tout ça parce que on est tous aujourd'hui victimes de ce qui s'est passé le 13 mai 2024. Et c'est ça que je voulais un peu évoquer avec toi. On a eu Thibaut Bizien dans l'émission qui nous a donné sa définition de la citoyenneté calédonienne, qui pour lui se résume à pouvoir voter et être une victime, en l'occurrence. Quand il parle de ces victimes-là, il parle des victimes de la colonisation, des victimes de l'histoire, du bagne, des déportations, des événements des années 80, à écouter les discours politiques qu'on a maintenant, victimes des accords, du gel, du dégel, etc. Et maintenant du 13 mai 2024. Toi qui travailles dessus, ça fait quoi d'être une victime? Question très large. Oula, ça emmène beaucoup de champs de réponse. Je pense que déjà, il y a quelque chose qui, à mon sens, me semble vraiment important avant toute autre explication. Tu parlais des victimes de l'histoire. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les Calédoniens n'ont pas forcément pris la mesure au moment où on a parlé des victimes de l'histoire. Au moment où on décide d'inclure toutes les communautés dans le statut de victime de l'histoire, à mon sens, c'est un énorme pas. Et on reviendra dessus après, j'imagine, mais sur l'éducation de tout ça, mais l'enseignement de tout ça. Oui, on va y Mais en revenir. fait, on l'a pas assez appris, on l'a pas assez valorisé, et c'est quelque chose qu'on aurait dû faire ressortir plus parce que ce statut-là, quand même, pour moi, c'est un énorme pas.
Et en même temps, comme tu dis, le statut de victime, j'ai l'impression qu'il nous tire un peu vers le bas. Donc ça fait une réponse un peu schizophrène, mais je pense que quand on est calédonien, on est un peu schizophrène. Ce pays rend un peu schizophrène, je crois. Mais oui, parce que moi, j'ai un peu étudié je vais parler un peu comme les académiques, mais le triangle de Karpman où il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Et donc j'ai pour donner juste une précision, donc c'est une figure d'analyse transactionnelle, c'est ça effectivement, donc proposée par le médecin et psychiatre Stéphane Karpman en 68, avec ce fameux triptyque victime, bourreau, sauveur. Oui. Et justement, pour toi, quelle clé de lecture ça donne sur la situation qu'on a? En fait, selon ce triangle, quand on prend un des statuts, victime, bourreau, sauveur, on a forcément les 3 autres qui apparaissent. Et donc, du coup, en gardant ce statut de victime, on a forcément le bourreau qui apparaît et le sauveur. Et en fonction des lunettes avec lesquelles on lit la situation en Calédonie, parce que tout est une question de lunettes, et on va avoir une certaine configuration du côté non indépendantiste et notre configuration du côté indépendantiste avec un sauveur et un bourreau différents pour chaque partie. Est-ce que tu veux que je le détaille plus? Ah mais vas-y. Ok. Donc par exemple, du côté non indépendantiste, on va avoir en victime, c'est toujours nous-mêmes les victimes en soi. Donc soi-même en tant que victime de l'histoire, on va avoir en sauveur l'État, parce que c'est l'État qui va nous sauver en tant qu'État de droit démocratique et droits de l'homme, etc., etc. Et en bourreau, on va avoir les indépendantistes, les pays favorables à l'indépendance. Et donc, on va rester dans ce schéma-là, et puis on va voir que ça. Du côté indépendantiste, on va avoir, avec une autre paire de lunettes, les victimes, donc soi-même victimes de la colonisation. En tant que bourreau, on va avoir forcément l'adversaire, donc les non-indépendantistes et l'État colonial. Et en tant que sauveur, on va avoir les puissances étrangères qui sont favorables à l'indépendance, les Pacific Island Countries, donc les pays de la région qui sont favorables à l'indépendance. Et donc on va de la même manière rester dans ce triangle-là, et donc chacun des 2 camps reste dans un ou dans l'autre des triangles en ayant l'autre en bourreau et la partie adverse en bourreau. Et en fait, comme ça, on s'en sort pas. On s'en sort pas, donc chacun reste dans son rôle à lui de victime. Mais là, pour le coup, tout le monde a des bonnes raisons de se sentir victime. Oui, et en même temps... C'est là un peu le cul-de-sac aussi, quoi. Oui, et en même temps, on ne remet pas en cause le statut des victimes. En tout cas, moi, personnellement, je ne le remets pas en cause, que ce soit les victimes de la colonisation, que ce soit les victimes là où à qui on a brûlé les maisons, à qui on a pillé. Enfin, je ne remets pas en cause du tout le statut de victime, et j'en prends la mesure. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'en restant là-dedans... En quoi il est dangereux psychologiquement, ce statut? Et alors on n'en sort jamais, et donc on accuse toujours l'autre en face de nous, et donc l'autre est toujours l'autre, et nous on est toujours nous, donc on fait face à un nous et un autre, et alors là à ce moment-là, il n'y a plus de lien, on ne tisse plus de lien, et en fait c'est un peu ce que je dis aujourd'hui. C'est horrible ce qui s'est passé, et c'est douloureux, et ça va demander du courage, mais enfin si on reste chacun dans son côté, alors on n'a plus d'avenir. Et c'est ça qu'on veut donner à la jeunesse. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ça que je veux donner à la jeunesse. Et justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Oui. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui, lorsqu'ils n'ont pas tout perdu, ont le sentiment d'avoir perdu au moins quelque chose de très précieux, le vivre ensemble et la confiance en l'avenir. Et qui ont encore du mal à faire un pas vers le pardon et vers l'oubli. Je ne sais pas si tu as vu, il y a cette espèce de logo qui circule depuis quelques temps déjà, plusieurs mois sur les réseaux, un truc un peu flippant avec une tête de mort bariolée bleu, blanc, rouge avec comme slogan « Ni pardon, ni oubli ». T'as pas vu passer ça? Je ne l'ai pas vu passer, dis donc. Donc il y en a qui nourrissent. Oui, quand j'ai vu ça, j'ai fait, on en est là. Et j'ai pensé du coup à ton travail, toi qui ne parles que justement d'arrêter d'oublier, de se rappeler
pour justement réussir à pardonner, quand tu vois ce genre de voyant s'allumer, qu'est-ce que tu te dis? Ben là, moi, j'ai eu des frissons. Enfin, déjà, dans mon corps, là, maintenant, ici, à Paris, de ce que tu viens de me raconter, j'ai eu des frissons parce que, en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ni pardon, ni oubli. D'accord? Mais ça veut dire que cette situation actuelle avec tant de haine que vous voulez conserver pendant encore 40 ans. Et c'est ça que c'est ça que vous nous offrez. Après les accords, nous qui sommes nés après les accords, c'est ça que vous nous offrez. Ben moi, je veux pas de ça en fait. Et c'est là où je dis pas que c'est facile. Mais là, il va falloir prendre du courage et il va falloir dépasser ça parce que, alors si tout le monde pense ni pardon ni oubli avec ses lunettes, parce qu'en fait, ni pardon ni oubli pour ça, pour le 13 mai, pour 2024, j'imagine que c'était ce logo. Mais il y a d'autres communautés qui ont ni pardon ni oubli pour autre chose. Et donc si tout le monde se ligue, ni pardon ni oubli, chacun pour son truc, ben alors moi je pense que je reprends pas l'avion lundi. Enfin, non mais c'est vrai, c'est pas du tout dans ce genre de... c'est pas dans ce contexte que j'ai grandi et c'est pas dans ce contexte que je veux grandir et c'est encore moins dans ce contexte que je veux fonder une famille. Donc en fait, il va falloir avancer. Et on parle pas d'oubli. Enfin, moi, je n'ai jamais parlé d'oubli. Il n'est pas question d'oublier. Il n'est pas question de faire comme si rien ne s'était passé parce que c'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Rien ne peut faire en sorte que ce qui ne s'est passé ne soit pas passé. C'est passé. Et par contre, on peut ensemble tous donner un sens à ce qui s'est passé. Mais on ne pourra pas l'enlever. Donc, il n'y a pas d'oubli. Il n'est pas question d'oublier. Oui, voilà. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier, mais il faut absolument pardonner. Si je résume un petit peu ce que tu nous dis. Absolument pardonner. Après, voilà, moi, je ne suis pas à la place des gens pour leur imposer de pardonner. Et c'est un énorme travail, donc je ne peux pas les obliger à pardonner. Par contre, il faut en parler et il faut avoir la volonté de faire avec l'autre. Et généralement, on compte en générations. Donc c'est possible que là, tout de suite, en tout cas en ce qui concerne 2024, les gens ne puissent pas parler de pardon aujourd'hui. Donc on ne leur demande pas de dire pardon, entre guillemets, comme on dit en Calédonie, bêtement. Un réel pardon. Donc en fait, si le pardon il n'est pas maintenant parce qu'il n'est pas sincère et parce qu'ils n'y arrivent pas, ben, c'est pas dramatique. Mais enfin, il faut faire cette démarche vers ce pardon. Mais en général, on parle en génération. Donc moi, quand je commençais à parler du pardon, ce qui concerne les années 80, c'est parce qu'il s'est passé des années. Donc là, ce serait peut-être un peu prétentieux de demander à tout le monde de pardonner aujourd'hui, 6 mois après, à quelqu'un qui a tout perdu, et son travail, et sa maison, et tout. Mais là, donc si on ne peut pas lui demander de pardonner, par contre, je pense que c'est plutôt essayer de voir l'avenir ensemble. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Je ne pense pas qu'en claquant des doigts, il y a un côté ou l'autre qui va disparaître. Donc à partir de ce postulat-là, là, il faut essayer de travailler ensemble. On va parler un peu de ton doctorat. Pour que tu nous en dises un peu plus sur les processus de réconciliation, la transmission de l'histoire et de la mémoire collective. Déjà, c'est quoi le déclic qui t'a fait choisir cette thématique? À quel moment tu t'es dit pardon et mémoire, c'est bien un sujet auquel je m'attaquerai? Je pense que... En fait, quand je faisais ma licence au Canada, je souhaitais travailler au Moyen-Orient, donc tu vois, rien à voir. Je voulais travailler au Moyen-Orient, j'avais commencé à apprendre l'arabe parce que je trouvais que... Tu voulais lutter contre le terrorisme? Oui, c'est ça, parce que pour moi, je me disais, les gens qui montent des cellules terroristes, tout ça, ils le font pas parce qu'un matin, ils se lèvent et puis, ah, tiens, je vais faire ça. Ils le font parce que derrière tout ça, il y a tout un processus, et c'est ce processus-là qui m'intéressait, de me dire, ok, quel est ce processus de radicalisation? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, ce jeune-là, qui au final était tout allait bien dans sa vie, se radicalise à ce point-là? Et donc c'était ça qui m'intéressait. Et à ce moment-là, il y avait Charlie Hebdo, il y avait tout ça, et donc,
voilà, c'était ça. Et pendant mes études, j'ai entendu la phrase « donner à manger à quelqu'un qui a soif ». Alors ça, c'est une phrase qui m'a parlé, mais vraiment qui m'a vraiment parlé. Je ne saurais plus dire où, quand, qui, comment, mais enfin, je me suis dit, mais enfin, est-ce que c'est pas ça qu'on fait avec la population kanak en Calédonie? Mais on sait tout pour eux. Ah, mais on leur a tout fait, on leur a tout donné. En fait, tout le monde sait tout pour eux. Mais est-ce que quelqu'un a vraiment demandé, est-ce que quelqu'un sait vraiment ce dont ils ont besoin? Et donc, cette phrase, elle m'a parlé parce que je me suis dit, en fait, on donne, mais on donne à côté. En fait, on donne et puis on se revendique qu'on a donné. Ah ben, on a donné ça, on a fait ci, on a fait ça, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont demandé? Et de là, je suis rentrée en Calédonie, c'était l'été, et en fait, je me suis dit, en fait, on a tellement à faire chez nous avant d'aller faire au Moyen-Orient. Et en fait, c'est là où j'ai basculé en me disant, ben, en fait, ce qui m'intéressait dans la radicalisation au Moyen-Orient, alors, dans une autre mesure, même bien sûr, oui, mais ce sont les mêmes problématiques qu'on les retrouve en ce moment. oui, oui. Ce sont les mêmes problématiques de radicalisation, de passé qui ne passe pas. De passé qui ne passe pas et qui fait qu'on se radicalise et qu'on devient hermétique à l'autre. Et donc de là, c'est là où j'ai commencé à avoir cette réflexion-là. Et en fait, je suis arrivée en Belgique et comme de par hasard, j'ai rencontré une prof qui, alors je n'en avais aucune idée que ça avait été fait, ces recherches-là de réconciliation, de mémoire. Et j'ai rencontré une prof qui avait travaillé sur ça pendant de nombreuses années dans différents pays, sur de nombreux continents. Et elle connaissait l'accord de Nouméa, c'était incroyable. Et donc je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça et je veux faire mon mémoire sur ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Ton projet de doctorat tente de répondre à deux questions, mais deux principalement. Comment la mémoire de la période insurrectionnelle dite des événements est transmise en Nouvelle-Calédonie? On va déjà en parler un peu de ça. Attention spoiler, chacun le fait à sa sauce. C'est un peu ça? Oui, oui, à sa sauce. Et tu dis interaction, faut comprendre qu'il y a des interactions entre mémoire officielle, collective, familiale et individuelle. Et il faut dire ce qu'il y a, on n'a pas vraiment de roman national sur la question, enfin on n'a pas de grande histoire des événements. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on appelle ça encore les événements? Dans ton TEDx, toi, tu le dis clairement, c'était une guerre civile. Oui. Olivier Audin a fait un énorme travail dessus. Historien. Oui, historien, en dénombrant je sais pas si ça dit, en comptant le nombre de morts. Et du coup, oui, si on compare le nombre de morts, enfin il le fait très bien, mais pour reprendre son étude, si on compare le nombre de morts à ce moment-là par rapport à la population calédonienne et qu'on le rapporte à la population française, je pense qu'on peut parler d'une guerre civile, oui. Et on a dit pudiquement les événements parce que c'est ce qu'on disait, on l'a dit pour l'Algérie et puis ça fait un peu moins peur. Les événements et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas. Et en même temps, ça veut tout et rien dire. Ma naissance est un événement, enfin bon, un anniversaire est un événement. Enfin, si on va dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et on a l'impression qu'on fourre un peu tout derrière ce mot sans trop comprendre ce que c'est, qui c'est, quoi, quand, où, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est plus difficile à transmettre ensuite et à enseigner quand on n'utilise pas les bons mots sur les bonnes choses. Et pour en revenir à justement comment cette mémoire-là, elle est transmise, qu'est-ce que tes recherches t'ont appris sur la façon dont c'est transmis, en quantité, en qualité? Alors, j'en suis pas à la fin du doctorat, donc je vais avoir une moitié de réponse. Ouais. Mais donc, pour le moment, j'ai analysé ce qui se disait dans les programmes scolaires, dans le curriculum, et à quel moment on parlait de cette période. Donc, en tout cas, le terme événement dans les programmes apparaît en CM2 et en terminale. En troisième, on a la possibilité d'en parler parce que là, il y a une périodicité, on peut en parler. Mais en tout cas, dans le programme d'histoire, il apparaît une fois en CM2, une fois en terminale, donc ce qui ne fait pas énormément. Après,
j'aimerais pouvoir interroger et observer dans les classes qu'est-ce qui se dit ou qu'est-ce qui ne se dit pas, quels mots sont employés, quels mots ne sont pas employés, par exemple. Est-ce qu'on en parle comme une guerre civile ou est-ce qu'on en parle encore comme des événements et comprendre aussi la difficulté des enseignants, parce que ce n'est pas un travail qui... cette thèse n'a absolument pas comme objectif d'aller critiquer les enseignants ou de critiquer ceux qui ont écrit les programmes ou les manuels, absolument pas, mais juste de faire un état des lieux de OK, aujourd'hui, c'est ça qui se dit. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y en a qui se sentent trop proches, peut-être qu'il y en a qui ne se sentent pas légitimes, peut-être que... Qu'est-ce qui fait que on le dit de cette manière et de quelle manière on le dit. Et pareil, dans les manuels scolaires, alors, plus ils sont récents, puis plus on voit guerre civile de type, événements de type guerre civile apparaître. Mais au tout départ, dans les 3 premiers, on ne le voyait pas, puis on avait un petit paragraphe comme ça. Et le titre, c'était La paix retrouvée, par exemple. Mais comme si on avait arraché une page. La paix retrouvée, mais alors en fait, pourquoi on la retrouve, la paix ? Et encore une fois, ce n'est pas du tout une critique, parce que peut-être que tout de suite après les événements, cette période de guerre civile, ça c'est aussi un travail que je compte faire dès que je rentre, mais de demander comment ça s'est passé, l'écriture de ces manuels. C'était peut-être compliqué de se mettre d'accord, qui était là, quelle force était en présence et quels défis ils ont rencontrés. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de les juger, ni de dire qu'ils ont mal fait, parce qu'on n'aurait peut-être pas fait mieux à leur place. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que on n'en parle pas énormément. Et dans les manuels, en tout cas dans les plus anciens. Mais, pardon de te couper, mais objectivement, ta génération à toi, celle des jeunes Calédoniens qui, mettons, tous ceux qui ont moins de 40 ans, moins de 35 ans, pour réduire un peu, est-ce qu'ils connaissent leur histoire ? Alors je ne vais pas parler pour eux, mais en règle générale, ce qu'on entend dire, c'est non, on ne connaît pas notre histoire. Moi, j'avais fait un questionnaire que j'avais diffusé sur Facebook pendant mon mémoire. Et dans les questions, il y avait « Est-ce que je pense connaître l'histoire calédonienne ?» Oui ou non. Et ensuite, j'avais mis des périodes, des faits. Et en fait, il en ressortait clairement que les gens ne connaissaient pas l'histoire. Et moi, personnellement, mon souvenir, c'est qu'on m'a donné un polycopié à la fin de l'année en disant voilà, ça c'est la Calédonie, ce ne sera pas au bac. Je ne dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, j'en sais rien, ça fait un petit moment que j'ai passé mon bac, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque, et ça soulève pas mal d'enjeux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à transmettre une matière commune, en fait. Parce que pour tisser des liens entre nous, il faut bien qu'on tisse les liens, il faut que ça commence quelque part, en fait. Et... Je te demande parce que c'est vrai que ce soit de l'université jusqu'au comité des sages, tous nous disent nos jeunes ne connaissent pas leur histoire. L'accord de Nouméa, ils ne le connaissent pas. L'hymne calédonien, un exemple tout bête. Ah oui, moi je l'ai découvert en Belgique. D'accord. C'est te dire. Ouais, c'est dommage parce que quand tu lis les paroles, attends, tout à l'heure je l'avais sous les yeux. Alors je vais le lire en français parce que... Oui, ce sera plus simple. Ouais. Les paroles de l'hymne calédonien, terre de parole, terre de partage, tu proposes à l'étranger dans la tribu ou le village un endroit pour se reposer. Tu veux loger la tolérance, l'équité et le respect au creux de tes bras immenses, ô terre de liberté. Pour le refrain, soyons unis, devenons frères, plus de violence ni de guerre, marchons confiants et solidaires pour notre pays. Si chaque Calédonien à l'école l'apprenait par cœur, est-ce que ça résonnerait pas un peu à nos oreilles plus souvent, précisément, juste avant de faire n'importe quoi et de péter un plomb comme on a pu avoir récemment ? Alors oui, je pense que ça résonnerait, mais au-delà d'apprendre simplement une chanson, elle est très belle. Après, on peut faire dire n'importe quoi aux enfants quand on apprend une chanson à l'école. Mais je pense que pour qu'elle résonne pleinement, il faut comprendre pourquoi ils ont écrit ça, en fait. D'où ces paroles, elles sortent. Et ces paroles, elles sortent des entrailles de ceux qui ont déjà connu cette situation-là. Et ceux qui, je pense, ont alerté
avant le 13 mai, parce qu'en fait, ils savaient déjà. Parce qu'ils l'ont déjà vécu. Et donc, ces paroles, elles sortent de ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à l'école. On a fait ça. Et il s'est passé ça. Et l'objectif, c'est pas après un objectif de vengeance, mais on a déjà fait ça, on s'est déjà planté, en fait. On a déjà mal fait. Et ça arrive de se planter. Mais enfin, il faut apprendre, je pense, pour éviter de recommencer. Alors, est-ce que ça évite forcément de recommencer? Non, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si on sait d'où on vient, je pense que c'est plus facile de savoir où on va. De savoir où on va et de comprendre en fait certaines réactions, certains... Moi, j'ai discuté en Europe, j'ai rencontré des Allemands, un couple d'Allemands pendant que j'étais en Europe, et ils me racontaient comment ils allaient visiter les camps de concentration. À l'école, c'est au programme scolaire. Ils vont visiter les camps de concentration et ils apprennent l'histoire factuelle. Et en fait, de là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de choses qui avaient été faites par rapport à la guerre mondiale. Et en fait, on est encore en retard et c'est normal qu'on soit en retard puisque c'est plus récent. Mais il y a énormément de choses à faire pour apprendre l'histoire sans culpabiliser les gens, parce qu'il ne s'agit pas là de culpabiliser les gens. En Calédonie, on entend souvent « Ah mais non, mais moi, c'est chez moi ici, de toute façon tu veux que j'aille où ?» En fait, on sent une espèce de culpabilité, les gens sur la défensive. Il ne s'agit pas de dire aux gens de partir, mais il y a certaines reconnaissances qu'il faut quand même acter. Et je pense que l'écriture de l'histoire a plusieurs voix, V-O, les deux voix. Les deux, oui, ok, oui. L'écriture de l'histoire a plusieurs voix, à plusieurs plumes, elle est importante parce qu'il s'agit que tout le monde se reconnaisse dans la grande histoire. Je ne suis pas sûre que l'objectif soit d'avoir l'exacte réalité, parce que chacun a sa mémoire et on n'en a pas précisément parlé, mais on a tous les mémoires individuelles, on a la mémoire collective, et puis parfois elles s'enchevêtrent, la mémoire individuelle dans la mémoire collective. Et en fait, je ne suis pas sûre que l'objectif soit d'avoir exactement la parfaite vérité, parce que la mémoire, on s'en rappelle. Là, je vais raconter quelque chose, mais si je le raconte dans 20 ans, dans un autre cadre, je risque de le raconter différemment avec d'autres personnes. Et donc, la mémoire, elle évolue. Et on dit souvent que la mémoire collective, c'est le présent du passé. Donc, c'est comment maintenant on raconte ce qui s'est passé, mais forcément avec des lunettes différentes. Forcément, on a grandi, forcément, on n'a plus la même place dans l'histoire à ce moment-là. Et donc, on le raconte de manière différente. Et je pense qu'il y a un énorme travail à donner aux historiens, c'est d'écrire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et avant, cet énorme travail, c'est d'aller récolter ces différentes mémoires qui aujourd'hui s'oublient, disparaissent avec le temps, s'effacent, se modifient. Il va falloir faire un énorme travail de mémoire pour réussir à créer des ponts entre ces différentes mémoires, ces différentes versions, pour écrire une histoire inclusive. Parce que je pense que... En ce moment, c'est ma grande question, et je pense que pendant une thèse, on se questionne toute sa vie, mais est-ce que vérité et réconciliation font vraiment bon ménage? Parce que si tout le monde se bat pour sa vérité, est-ce qu'on va arriver à la réconciliation? Ça, c'est ma grande question. Plutôt que d'écrire l'histoire peut-être plus globale, plus inclusive, mais qui permette à chacun de s'y retrouver, je questionne, c'est une question, j'ai pas de... Ça t'a fait douter sur ta démarche, les événements récents? Parce qu'il y a encore donc 1 an, tu parlais de la mémoire comme étant une arme de réconciliation massive, parce qu'il y avait cette distance-là avec les événements qui permettaient peut-être enfin, ceux des années 80. Oui, voilà. Parce que, voilà, ce qui permettait enfin, avec le recul qu'on avait pris, de pouvoir enfin lancer ce projet et enfin réconcilier les mémoires. Mais est-ce que ça t'a pas un peu, sincèrement, est-ce que ça t'a pas, en tant que chercheur, un peu découragé de voir de ce point de vue, d'un point de vue purement intellectuel, universitaire, la distance, là, elle a sauté, quoi. Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si je dirais la distance, elle a sauté, mais complètement, ça m'a découragée parce que je me suis dit, on essaye. Rien que le mot événement, tu viens de dire, événement des années 80, événement cela, déjà il y a un amalgame. Voilà, déjà, on essaye d'enlever, de démystifier ce terme événement, de dire guerre civile, de poser des mots pour les années 80, et puis là, hop, on se remet à dire les événements de 2024.
Et donc moi, j'essaie de mettre un point d'honneur sur le mot émeute et encore, je ne sais même pas comment on qualifierait ça précisément, mais Une on révolte? est en train de recommencer. Une révolte, ça irait? Oui, une révolte, Ou une un révolution, soulèvement. Et encore une fois, je pense que là, c'est un travail à faire collectivement, pour avoir une mémoire collective, de savoir ce qu'on dit, comment on appelle ça. Mais on est en train de répéter ce qu'on a fait dans les années 80, de redire les événements. Et puis de dire, bon, allez, on fait un peu comme si, bon, allez, on passe. Ben non, on passe pas parce qu'en fait, ça va nous rééclater. Là, pour moi, ça nous a rééclaté en pleine figure parce que ça n'avait pas été traité. Et donc, j'ai un côté de moi, encore une fois, une réponse schizophrène où je vais te dire, ben oui, la distance, elle se réduit, mais en même temps, non, parce qu'en fait, pour moi, c'est juste la prolongation de... C'est la prolongation de ce qui s'est passé dans les années 80 et du coup, ça montre d'autant plus qu'il faut le traiter, ce passé. Encore une fois, que ça ne passera pas tout seul. Oui. Le passé ne passera pas tout seul. Très bien. Effectivement, et la deuxième question de ton doctorat, c'est pour faire suite à comment la mémoire se transmet, par quelle voie ces transmissions peuvent-elles favoriser la création d'une identité commune? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est des grandes questions. Ben, en fait, ou plutôt, je vais répondre à l'envers, je crois, Ouais. mais je pense que si on n'a pas de roman national, si on raconte tous une histoire complètement opposée, alors on n'arrivera pas à créer des liens. On n'arrivera pas à avoir un futur commun puisqu'on est en train de s'opposer sur tout. Et en fait, c'est là où j'ai envie d'essayer de travailler et que j'ai envie d'aller récolter les mémoires et de faire parler les gens entre eux parce qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'on arrive à avoir un futur commun. Tout le monde dit qu'il faut voir l'avenir. Bien sûr qu'il faut voir l'avenir. Mais comment réussir à avoir un avenir, un futur commun si on se bagarre déjà sur ce qui s'est passé avant? Donc forcément, ça ressort tout le temps et forcément, il y a des émotions qui sont liées à ce passé, de la haine, de la rancœur, de la honte. Il y en a qui ont honte de ce qu'ils ont pu faire à ce moment-là, ou ils ont honte d'être du mauvais, même s'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ce n'est pas eux. Mais on est du mauvais côté de l'histoire. Et en fait, ces émotions-là, il y a aussi la culpabilité. Et tout ça, ça se transmet de génération en génération. Et on retrouve des jeunes qui portent ces émotions, qui portent ce fardeau, sans savoir pourquoi, parce qu'en fait, généralement, on n'a pas raconté l'histoire, donc en plus de ça, on se sent comme ça, mais on ne comprend pas pourquoi. Et donc, ça nous fait agir ou avoir des comportements schizophrènes, complètement, puisqu'on on n'explique même pas. Ouais. Et donc, ces émotions, elles se transmettent, elles se transmettent, elles se transmettent. Et en règle générale, dans la littérature, elles ne s'estompent pas avec le temps par un coup de baguette magique. Et il faut traiter ces émotions et il faut remettre les lignes du récit. Alors, c'est pas facile. Aujourd'hui, en Calédonie, il y a certaines communautés qui ne sont pas favorables à parler du passé, soit parce que ce serait revivre un traumatisme qu'elles ont vécu. Souvent, quand je discute avec des Viettes ou avec des Nivanes qui ont déjà connu le fait de devoir fuir, c'était un gros trauma pour eux, alors ils n'ont pas forcément envie d'en reparler. Parfois, il y a des personnes avec qui on parle, où on voit ce côté de la défensive. Ah non, mais moi je ne parle pas du passé, hein. On avance. Et mais moi je suis ici, je suis chez moi ici. Ça va durer combien de temps cette histoire? Et en fait, on perçoit ces émotions, donc l'idée n'est pas de les juger, mais enfin, ces émotions-là, elles entravent le vivre ensemble. Et tant qu'on ne met pas un focus sur ces émotions de « Ok, on dit ce qui s'est passé, mais dire ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire juger les gens. » Je l'ai dit au départ, on ne sait pas refaire le passé. Et je ne pense pas qu'un jour on saura refaire le passé. Par contre, le dire et mettre les mots sur le passé, lui donner une signification, et poser les choses sans toutes les émotions qui vont avec, aussi vives qu'elles sont aujourd'hui,
pour moi, ça permettra qu'ensuite on soit capable de parler du futur et qu'on soit capable de parler du passé sans ces émotions aussi vives. Alors, elles seront toujours un peu là, je pense, mais pas autant. Par exemple, le couple d'Allemands que j'ai rencontré, quand on faisait des visites et qu'ils parlaient de l'Allemagne, pendant la guerre l'Allemagne, souvent ils disaient « Désolé les gars », parce qu'il était encore avec cette petite culpabilité de « Bon, on a fait n'importe quoi ». Les Allemands étaient du mauvais côté de l'histoire. Mais ça durait 2 secondes et puis après on passait et nous on n'avait pas de rancœur non plus. Évidemment parce que les générations sont passées, mais je pense que également parce qu'il y a eu un énorme travail sur tout ça et je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas d'autre solution que de passer par traiter le passé qui ne passe pas pour pouvoir parler du futur. Il faut pouvoir dire la vérité pour réussir à se réconcilier. Alors, dire la vérité. Alors, ça, c'est un grand questionnement du moment, le mot vérité, vérité au pluriel, vérité historique, quelle vérité? Parce que vérité historique, ça va être je prends les archives et j'écris ce qu'il y a dans les archives. Et en même temps, la mémoire des gens, elle est forcément différente, qu'elle soit biaisée ou non d'ailleurs. Parce que, comme je disais, quand on se remémore quelque chose, dépendamment de quand on le fait, avec qui on le fait, on se le remémore différemment. Donc, en soi, il est possible qu'elle ne colle plus forcément avec ce qui était écrit dans les archives. Évidemment, il ne s'agit pas de complètement réinventer et de ne pas prendre en compte les archives. Mais il s'agit dans ce travail-là de prendre en compte les archives, qu'il faut qu'on ouvre, petite parenthèse, mais de prendre en compte les archives. Ouais. Mais de prendre en compte aussi les mémoires des gens, d'essayer de faire un bougna avec les archives, avec les mémoires des gens pour réussir à avoir une histoire qui est inclusive, une mémoire collective qui inclut tout le monde. Ouais. Parce que si on écrit l'histoire telle qu'elle est dans les archives et que personne ne se reconnaît dans l'histoire, ça ne va pas marcher non plus. Si on réinvente l'histoire et qu'on dit n'importe quoi non plus. Donc c'est aussi pour ça que tu parles de roman national, enfin une petite dimension qui fasse un peu, le terme n'est peut-être pas le bon, qui fasse un peu rêver quand même. Qui nous rende fiers, pour le dire malgré tout. Ou même si on n'est pas fier, mais on ne va pas être fier de la période des événements, de cette période de guerre civile. Mais est-ce que tu as honte de descendre de Bagnères? Non, je n'ai pas honte de descendre de Bagnères. Je n'ai pas de problème avec ça, mais ce n'était pas le cas avant. Donc ce qui veut dire que le temps joue un rôle important. Parce que ma mère m'a raconté que quand elle était petite, il ne fallait pas le dire. D'accord. Donc en fait, ça a évolué avec le temps. J'ai l'impression que c'est aussi une forme de légitimation aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, pour dire qu'on a vraiment sa place ici. Oui, il faut avoir eu un boulet au pied pour... Voilà, il faut avoir eu... on revient sur la question de victime, encore une fois. Ouais. Qui a souffert le plus, en fait, pour pouvoir légitimer sa place en Calédonie? Mais en fait, on va où avec cette question? Est-ce que la colonisation a fait plus de mal que les Vietnamiens qui ont fui la guerre et qui sont arrivés, ou, au bout d'un moment, ou que l'Algérien qui aurait tant voulu rentrer chez lui et qui n'a jamais pu? En fait, c'est quoi là? On va tous faire la compétition de celui qui a eu le plus mal, qui a souffert le plus, pour pouvoir dire j'ai ma place ici parce que j'ai souffert comme ça, et puis toi comme ça, et puis du coup je suis légitime d'être là, et au final je me pose la question, on va où avec ça? Nulle part. Mais en même temps, le temps est vraiment important, on le voit notamment quand on a parlé de la guerre avec la France de Vichy. C'est sorti bien après, parce qu'au départ, on avait besoin que les Allemands soient que les méchants, et puis du coup on n'en parlait pas, et donc il y a ce côté de quel côté de l'histoire on est, et ça c'est un travail qui va durer toute une vie, de pouvoir écrire une histoire. Mais il faut commencer par un bout, il faut tirer sur le manou, et il faut commencer à tirer, parce que si on laisse le nœud, on ne s'en sortira pas. Parenthèse, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, placé, je suis d'origine française, bagnard et italienne, ça va, c'est plutôt classe. C'est plutôt classe. Ça se pose là quand même. Non? Ok.
Ça dépend où on est. Ça dépend où on est. Ce travail de pardon, il faudrait bien que quelqu'un fasse le premier pas. Qui pourrait par exemple faire le premier pas de ce grand travail de pardon qu'il va falloir entamer? À Alors, tout hasard, est-ce que ça pourrait pas être l'État français? Alors, je vais commencer par répondre avec ma phrase que je vous ai citée au départ, donner à manger à quelqu'un qui a soif. Je ne suis pas sûre que je sois la meilleure personne à qui il faut demander ça, parce que moi, l'État français, à moi, il n'a pas à me demander pardon. Moi, personnellement, Clara Philippi, j'ai pas de rancœur avec l'État français. Donc, je pense que la question, elle est à poser aux principaux concernés. Après, oui, il semble logique que ce soit un pardon entre colonisés et colonisateurs. Est-ce que ça voudrait dire qu'on rentre simplement dans une dualité peuple kanak, État français? Quid des bagnards, des Algériens et de toutes les communautés, des gens qui ont été envoyés pour travailler dans le nickel dans des conditions horribles. Enfin, quid des autres en fait. Donc, oui, je pense que le pardon, ça vient de l'État, puisque c'est quand même le colonisateur. Ça ne veut pas dire que il s'agit de blâmer l'État continuellement, mais oui, là, il y a quelque chose à faire, et je pense qu'il y a quelque chose à faire de la part de l'État. Après, est-ce que... je pense qu'il y a déjà des petites... des prémices qui ont été mises en place, des petites graines qui ont été mises en place par l'État, qui n'ont pas fait l'unanimité. Donc la question est de se poser... La question à poser, c'est pourquoi ça n'a pas fait l'unanimité et quel chemin on n'a pas pris qu'il aurait fallu qu'on prenne. On parle souvent de chemin coutumier, donc quel chemin n'a pas été respecté pour que ça ne prenne pas. Et ça, je pense que cette question-là, c'est pas moi qui ai la réponse. Idéalement, oui, l'État aurait un pardon à demander, selon moi. La manière d'y arriver, je pense que c'est pas moi qui ai la clé de cette réponse, puisque c'est pas moi qui ai à demander pardon. On va doucement conclure. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce travail que tu es en train de faire sur mémoire et réconciliation? C'est un long travail, de longue haleine, une réflexion qui a commencé déjà il y a quelques années, j'ai envie de vous dire, et qui n'est pas prête de se terminer parce que c'est un travail d'envergure, comme je disais, qui demande de prendre certains chemins qui sont plus ou moins longs. C'est pas quelque chose qu'on fait vite, parce que faire vite pour arriver au même point, ça sert à rien. C'est quelque chose qui se fait. Il faut que toutes les parties s'y retrouvent. Et on a déjà eu en Calédonie des processus de réconciliation, des coutumes de pardon, notamment autour de l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou, entre les gens d'Ouvéa et des gendarmes. Donc il y a une méthode, il y a un cadre coutumier qui est connu. Et ça, c'est, à mon sens, ça c'est vraiment une chance parce qu'en fait, il y a un cadre qu'on connaît mais il prend du temps. Il prend du temps et j'ai l'impression que parfois il y a une déconnexion entre Paris et la manière de faire en Nouvelle-Calédonie. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté et du courage parce que c'est un long processus, c'est-à-dire réouvrir des plaies qui sont infectées depuis des années et les soigner. Et donc parfois c'est difficile à passer le pas. Mais mettre le pansement sur la plaie infectée pendant 36 ans, à la fin on ampute. Donc ça demande du courage. Donc j'espère que là, avec tout ça, je croise les doigts, j'y pense tous les jours. Je me dis, j'espère qu'on va y aller, on va sauter, on va franchir le cap maintenant. Donc je suis partie 4 mois et j'ai hâte de rentrer parce que j'ai envie pas de soulever tout ça, mais j'ai envie d'essayer de continuer dans cette démarche. Et j'espère vraiment que, je ne veux pas parler pour les autres, mais j'espère vraiment que j'aimerais que tout le monde ait envie d'y aller.
Sur ce chemin du pardon et de la réconciliation. Oui, sur ce processus de justice transitionnelle, de chemin du pardon, on appelle bien ça comme on veut, mais au final, l'objectif final, c'est la réconciliation et ce sont des étapes qu'on ne peut pas passer de reconnaissance, de responsabilité. Il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités et de pardon et de réparation. Alors, réparation, c'est un mot qui fait peur aussi parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est énorme. Mais oui, il y a un processus à passer. Mais là, maintenant, la question, ce qui, à mon sens, va être compliqué, ce qu'on essayait de faire par rapport à la colonisation et aux événements, ben maintenant, on va rajouter les 2024. Et donc là, on va dire, ah oui, mais si on fait ça dans ce sens-là pour eux, moi, j'ai bien peur de ça, c'est qu'il va falloir faire ça dans ce sens-là pour nous. Et alors, on se retrouve avec un micmac de réconciliation. Enfin, là, je pense que ça va compliquer la question. Pour conclure, Clara, merci encore pour ta participation. Moi, j'ai quand même décelé dans ton travail, dans ton doctorat, mais également dans les interviews, dans ton TEDx, il y a quand même il y a une quête identitaire aussi pour toi-même à travers les travaux que tu effectues. On le sent bien. Qu'est-ce que ça pourrait donner ce serait quoi ton identité calédonienne si tu devais la résumer? Moi, Clara, 28 ans, mon identité calédonienne, c'est... Comment tu le dirais? Oh, c'est une question vraiment dure. Ouais, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Ah oui. Mon identité calédonienne, qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis? Je pense... Ah, c'est dur, très dur, j'aurais pas préparé. Je pense que si on remonte, on va commencer par loin et on va revenir dans le... On va commencer par le passé et revenir dans le présent. Et je pense que par le passé, que ce soit du côté de ma mère où on a un arrière-arrière-grand-père bagnard qui est envoyé loin de chez lui en Nouvelle-Calédonie avec pas le droit de retour, ou du côté de mon papa où mes arrière-grands-parents fuient d'Italie pour la France, puis la France pour la Calédonie. On a un passif de personnes qui, en exil, entre guillemets, qui s'enfuient, qui partent et qui ne reviennent plus. Donc je pense que par rapport à ça, la Calédonie, c'est pour moi un point d'ancrage. Donc pas tout le monde, j'ai des amis qui n'arrivent pas à se sentir chez eux en Calédonie par rapport à l'identité qu'ils ne perçoivent pas, mais je pense que pour moi, par rapport à ça, ça fait un point d'ancrage parce que c'est là, ici, c'est la maison. Donc, ça va être une grande part de mon identité parce que c'est un endroit où on s'est posé, où eux, ils se sont posés et donc où on est, nous. Après, je pense qu'on a des valeurs calédoniennes qui sont importantes. Après avoir passé 4 mois en Europe, je me rends compte qu'elles ne sont pas partout. Le respect, le partage, l'humilité aussi. Et je ne le dis pas pour le dire en l'air, mais l'humilité est je pense, une valeur qui va être primordiale pour la suite des choses. Donc c'est une valeur qu'il va falloir qu'on fasse ressortir. Et je dirais l'altruisme aussi, que j'ai pas tout le temps retrouvé en Europe. Et je pense que je pense que toutes ces valeurs de respect, d'altruisme, d'humilité en Calédonie, et moi, j'ai pas peur de dire que je suis en pays kanak. Et donc, je pense que dans mon identité, j'ai une part de l'identité ou de la culture ou de la coutume. Enfin, toutes les différentes communautés ou les différentes personnes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai échangé en Calédonie, parce que en plus de ça, on a la chance d'avoir une diversité extraordinaire, font de moi la personne que je suis. Donc, je pense qu'au final, je pourrais pas dire je suis à moitié italienne, à moitié... En fait, je pense qu'il y a... La Calédonie a fait de moi la personne que je suis et les personnes en Calédonie ont fait de moi cette personne en me donnant un petit peu chacune de leur identité
Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de valoriser pour la suite. Je suis content de ne pas t'avoir prévenu avant, mais de notre échange téléphonique l'autre jour, j'avais noté ça. Je suis descendante de Bagnards, j'ai grandi en terre kanak, je n'ai honte ni de l'un ni de l'autre. Oui. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que j'ai fait soit j'ai fait un travail, ou soit c'est... Je sais pas, à chaque fois quand on me dit, mais comment... Souvent c'est une question qu'on me pose, mais comment toi tu fais pour y croire autant? Je suis contente que des gens comme toi y croient autant, mais je ne sais pas comment tu fais. Et ben j'ai pas de réponse en fait. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de mon corps, il y a une espèce de boule qui fait que... Enfin, je le ressens comme une espèce de boule. Enfin, c'est là chez moi, c'est là que ça va marcher. Et ça va marcher, on va y arriver, on est résilient, on va y arriver. Mais on a besoin que certains ingrédients dans la soupe. Et ça fait partie de ces ingrédients, ces valeurs calédoniennes. Il faut qu'on y aille, le courage. Mais je le sens au fond de moi, je n'ai pas honte de le dire. Et allez, venez, on va tous. Non, mais oui. Clara Filippi, merci beaucoup. Merci. Pour soutenir l'émission Témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux. Pour retrouver le replay de toutes nos interviews, nous proposer vos sujets et vos questions, rendez-vous sur le site www.itv.nc.